Allez, on continue nos débats et on déroule parce qu'on va dérouler du câble, comme on dit vulgairement, pardonnez-moi. Mais on parlait à l'instant donc de la numérotation des rues avec la nécessité, effectivement, avec cette loi 3DS, de dénommer toutes les rues, toutes les habitations afin d'installer la fibre et l'installation de la fibre. Ça nous amène effectivement à notre débat là, actuel, du cuivre à la fibre optique. Alors la fibre optique en Haute-Garonne, c'est tout plein achevé. On va voir ça avec vous. Et autour de moi, donc j'ai Morgane Hervé, directeur général de Haute-Garonne Numérique. Merci beaucoup d'être là. Jean-Christophe Galli, directeur adjoint de Haute-Garonne Numérique également. Et avec moi également, Laurent Aversinck, directeur de Fibre 31. Autrement dit, c'est vous qui mettez, on va dire, en musique toutes ces installations qui se déploient sur notre territoire. Petit focus général avec vous, Morgane Hervé. Le numérique, donc aujourd'hui, en tous les cas la fibre, partout, la Haute-Garonne, on est à 100%. C'est fini là. Alors c'est pratiquement fini. Si je peux vous donner les chiffres Oui. de toute première fraîcheur de ce matin, on était à 326 500 prises ce matin déployées. On a 205 000 prises déjà commercialisées. C'est plus de 60% du réseau. Donc non seulement le réseau s'achève, mais le réseau se commercialise vite et bien. Alors on évoquera aussi le sujet de la fermeture du cuivre, mais on l'a fait indépendamment de ce contexte de fermeture du cuivre. C'est le nouveau service public et effectivement, il se déploie et s'achève. À la fin de l'année, on aura déployé les 2400 dernières prises qui manquaient arithmétiquement pour atteindre nos 100%. Alors évidemment, ici ou là, on a quelques prises qui peuvent être difficilement déployables pour des sujets divers. Un programme d'enfouissement, une convention façade parce qu'un voisin n'a pas voulu laisser le passage. Mais vous voyez qu'on va être vraiment dans le chirurgical. Alors ça va nous prendre du temps pour ça peut prendre du temps. On n'a jamais été aussi proche de tangenter les 100%. L'objectif, c'est d'être vraiment aujourd'hui connecté. C'est vraiment une révolution numérique à part entière. Alors c'est une révolution numérique, mais même écologique. Parce que la fibre consomme 4 fois moins que le cuivre. Et donc c'est un enjeu, parce que les usages se développent et qu'il faut avoir un support qui permette de libérer tous ces nouveaux services et tous ces nouveaux usages. Donc la fibre était un support, le cuivre était un support très inégalitaire. La fibre permet à tout le monde, en tout point du territoire, d'accéder au même niveau de service. Donc l'ancien réseau, il va s'éteindre tout seul. Alors l'ancien réseau, en fait, quand on a fini de déployer la fibre, c'est peut-être pas là où tout s'arrête, c'est là où tout commence, parce qu'il y a évidemment des sujets aujourd'hui, on parle beaucoup de résilience, donc il y a des sujets qui émergent autour de la capacité des réseaux à supporter les gestions de crise, etc. Donc ça c'est un sujet, ce projet continue. Et on a surtout effectivement un service public chasse l'autre. Il y avait un service public historique qui était celui du cuivre qui s'est éteint en 2020. Et il est suppléé aujourd'hui par la fibre. Et donc, oui, c'est notre nouveau service public cible. Et ça devient aujourd'hui, on a un compte à rebours qui est enclenché avec la fermeture du cuivre, qui aujourd'hui est encore en phase d'expérimentation lot par lot, mais qui a vocation à être accéléré, généralisé dès 2026. C'est rapide. C'est demain. C'est presque demain. Parce que ça va très 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 vite. 2025. Alors tenez, Monsieur Galli, puisque vous prenez la parole, ce cuivre, il va devenir... qu'est-ce qui va se passer? Enfin, comment ça va se... On parle de 2026, vous dites 2025. C'est quand la fin totale? Le programme d'extinction cuivre qui est mené conjointement par Orange, l'opérateur propriétaire des réseaux Haute-Garonne Numérique et Fibre 31 en Haute-Garonne. Il y a 7 étapes qui sont prévues d'ici 2030 pour éteindre le réseau de cuivre. Donc les premières communes en Haute-Garonne qui sont touchées sont au nombre de 3 et en janvier 2025, il n'y aura plus de service sur le réseau cuivre sur ces 3 communes. Il y en a 22 C'est lesquelles? Ce sont Vénerque, La Salvetat-Lauragais et Albiac.
D'accord. Donc, on essuie un peu les plâtres, hein, il faut dire. Parce Donc que là, c'est le bascule total. c'est la bascule totale. Au 31 janvier 2025, ils n'auront plus de service. Donc, nous accompagnons les communes au plus près pour les aider à communiquer vers leurs administrés pour qu'ils puissent le basculer le plus vite possible. Alors ça implique plein de choses, d'aller les voir. Oui, voilà, On ça a vu que implique tout le monde n'est pas acculturé à tous une ces sujets-là. pédagogie tous les instants pour n'oublier personne, notamment le public éloigné du numérique, les personnes âgées, les personnes atteintes d'électronisme. Et donc, on va jusqu'à faire du porte-à-porte, hein, parce qu'il faut trouver ces personnes pour qui c'est compliqué de comprendre ce qui se passe. Certaines ont du mal à comprendre que leur téléphone, parce que c'est le téléphone, hein, le cuivre c'est le téléphone. Et oui. Donc le téléphone ne va plus fonctionner dans quelques mois, quoi. Et donc, Voilà. il faut changer. Et donc il faut qu'ils migrent sur la fibre optique, qu'ils appellent un opérateur qui leur propose un nouveau service. Donc ça veut dire que vous avez des équipes dédiées qui font du porte-à-porte pour pas que ça se répercute sur je Alors, déboule on à le la fait mairie. sur l'OLOM parce qu'on a 3 communes. Oui, Je ne pense pas qu'on pourra le faire sur les 546 communes qui sont concernées. mais ça vous servira de Voilà. retour d'expérience, c'est ça? Exactement. C'est un gros enjeu, mais vous avez évoqué un basculement de charge quelque part. La Ben fin du projet FTTH induit de nouveaux enjeux. Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y a celui de la résilience que j'évoquais, mais il y a aussi celui du basculement vers le cuivre. Et effectivement, nos équipes vont être de plus en plus en accompagnement. Mais sur les 3 premières communes qu'on a évoquées, on est en complétude à 100%. Les difficultés ont toutes été potentiellement recensées. On est relativement serein. Là où ce qu'évoquait Jean-Christophe, c'est effectivement une partie pédagogique sur laquelle ça va être compliqué pour nous. Ce n'est pas notre cœur de métier. Mais oui, il va falloir accompagner des publics isolés, des publics fragiles, en passant peut-être par les aidants naturels ou toutes les personnes qui gravitent autour de ces personnes qui ont un usage, parfois même pas d'usage d'Internet, mais qui sont effectivement attachés au téléphone et pour lesquels c'est vraiment le moyen de rester en contact avec son réseau, sa famille, ses proches. Donc c'est ces publics-là qu'il va falloir accompagner. Et donc la communication, elle commence. Nous, on voudrait qu'elle soit plus forte aussi au niveau national, qu'il y ait de multiples canaux. Mais c'est vrai que c'est un projet, pour le coup, où on est solidaire de la même façon que pour la fibre, ce projet a été une réussite. Alors d'abord parce que c'est un projet industriel et Laurent va en parler, mais les héros du projet, c'est aujourd'hui le Salon des maires. Je ne pourrais pas dire autrement, mais c'est une réalité de tous les instants. Ce projet a été une réussite par la collaboration des maires qui nous ont donné les permissions de voirie, les autorisations, facilité le dialogue avec les habitants en étant systématiquement référents. De la même façon qu'ils ont été quelque part sollicités, parfois sursollicités, pour ce grand chantier qu'on appelait le chantier de la décennie, le déploiement de la fibre. Le nouveau chantier de la décennie, c'est le décommissionnement du cuivre. Et là, les maires vont avoir un rôle à jouer aussi important pour nous aider à identifier ces publics fragiles. Oui, tout à fait. Là, il va falloir aller faire, comme vous dites, du porte-à-porte, aller dans chaque recoin pour n'oublier personne. Alors, Laurent Aversin, on vient de vous citer. Ça va? C'est terminé là? Non? Comment c'est après avoir raccordé quasiment la totalité du département? Alors, c'est souvent ce qu'on me dit. Est-ce que vous avez eu une prime Non, pas une spéciale? Bon, on va en parler après. C'est ce qu'on me dit souvent. On me dit, ça y est, tu as fini de déployer, ton boulot s'arrête, c'est fini. Ben non. Non. Tout commence. Tout commence, exactement, tout commence. Parce qu'en fait, le déploiement ne s'arrête jamais. Et notamment sur un département comme la Haute-Garonne, qui est quand même dynamique. Il y a de la densification. Il y a des nouvelles maisons, il y a des enfouissements, il y a des dévoiements de réseau à prévoir. Donc tout ça, c'est la vie de tous les jours. Et en fait, le réseau ne s'arrête jamais de vivre. Donc on est obligé de faire des opérations tout le temps. Et de surcroît, avec l'arrivée du cuivre, ça pousse à aller encore plus vite pour régler tous ces problèmes de la vie de tous les jours, et notamment les raccordements. Et pourquoi il faut aller plus vite qu'à l'époque du cuivre? Non, il faut aller plus vite parce que la réduction arrive. Donc voilà, oui. On n'a plus le temps de dire c'est pas grave, vous raccorderez dans 3 mois. Ben non. Là, ça ferme demain, donc il faut que les opérations soient faites rapidement. Je parlais en termes de délai. Il faut la même réponse industrielle à des problèmes qui sont chirurgicaux. Chaque cas est particulier et donc on n'est plus dans du déploiement de masse. Mais je voulais quand même, parce que vous avez évoqué la prime, je pense qu'on avait plutôt mis un chasseur de primes pour que le projet touche à sa fin. Mais
Je veux quand même saluer rétrospectivement, on en parlait il y a quelques minutes, au démarrage du projet pour dire que c'était un vrai projet industriel, qu'une collectivité seule ne peut pas accompagner, qu'un partenariat public-privé là a permis de faire émerger. On construisait la première année 10 000 prises en un an. Juste avant la période Covid, on produisait par mois autant que dans la première année de démarrage du projet. 10 000 prises par mois. La montée en charge Une était vraie colossale. prouesse industrielle. Avec en plus, on avait imposé, et ça c'est parce que c'est une mission régalienne du conseil départemental qui était quand même, si j'ose l'analogie, l'actionnaire principal du projet et aussi le financeur. Et donc de ce fait, a eu des exigences très importantes sur les clauses d'insertion. Et donc on a eu 500 000 heures à peu près d'insertion dans toute la phase de construction des 4 premières années. Donc ça a été une prouesse industrielle, mais qui a eu aussi des effets redistributifs localement. Et donc on doit se réjouir de ça. Oui, il y a un sacré hommage, Monsieur Versinck. Pour l'instant. Hein au niveau le plus compliqué, ça a été quoi? Vous dites le plus dur arrive, alors qu'on a l'impression que vous avez fait déjà l'essentiel. Le plus dur arrive parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on était dans un monde industriel où on produisait, on rendait éligibles les prises au fur et à mesure qu'on construisait. Et finalement, j'ai l'impression de dire c'est le rouleau compresseur qui avance petit à petit et qui produit. Là, la difficulté, c'est que chaque cas est un cas. Et donc, sur chaque cas, c'est une nouvelle étude. Donc, c'est là, donc l'énergie à mettre pour redéployer, pour redéfinir les études, elle est 10 fois plus énergivore que sur un process industriel complet. Oui, et puis après, il y a toute la phase d'entretien, de maintenance qui va en Qui découler. a déjà commencé. Parce que dès qu'on a une prise éligible, donc depuis 2021, elle a commencé en parallèle. On n'est pas sur un ouvrage qu'on construit. Et puis, à un moment donné, on dit on coupe le ruban. C'est pas comme la TNT, quoi. Voilà. Et il y a l'exploitation derrière. Nous, l'exploitation, elle commence presque au même moment où on construit. Ouais. Donc, voilà. Question de Béotienne, Monsieur Galli. Ils vont devenir quoi, les fils de cuivre, hein? Tout le monde les récupère Alors, ça, c'est un une trésor très bonne caché. Question. Les fils de cuivre appartiennent à Orange, l'opérateur historique, et ils vont être démontés, ça c'est sûr, mais on ne sait pas encore quand. Orange attend des directives de l'État à ce sujet, mais ce ne sera pas fait très rapidement. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que le programme d'extinction cuivre va s'étalonner sur 7 ans, donc entre 2025 et 2030. 31 janvier 2025, les premières communes en Haute-Garonne et les premières communes au niveau national. Et les dernières communes, ce sera en 2030. Donc, et chaque année, vous avez un lot de communes en fonction du déploiement, puisqu'il y a des critères de choix pour ces communes. Il faut qu'elles aient plus de 98% des prises de la commune qui soient déployées en fibre et qu'il y ait les 4 opérateurs qui soient présents, donc les 4 grands opérateurs nationaux. Ce qui est le cas en Haute-Garonne depuis le début, parce qu'on a de la chance, c'est un territoire très attractif pour eux, donc ils étaient là dès le début, mais ce n'est pas le cas pour d'autres petits départements où tous les opérateurs ne sont pas présents sur la fibre. Ouais, donc il y aura en plus cette bascule soudaine, voilà. Donc il faut être prêt. Plutôt, alors je ne peux pas donner une date, mais ça sera plutôt autour des années 2030 que le démontage du cuivre aura lieu. Aura commencé. Morgane Hervé, vous parliez de sobriété énergétique avec l'arrivée effectivement de cette nouvelle technique, mais quelles vont être les possibilités, le champ des possibles, à la fois pour les communes, pour les habitants, on va dire tous ceux qui vivent dans les territoires, avec l'arrivée de la fibre partout, parce que j'imagine que derrière il y a des prospections qui ont été faites. On fait pas cette bascule simplement pour dire on change de tuyau. Alors on espère que la fibre serve à autre chose que regarder des vidéos de chats sur Internet, mais on sait que c'est déjà le cas. Voilà, c'était par une boutade sur ce qui avait été les détracteurs du débit mobile avaient évoqué le fait que c'était un des usages. Alors c'est un des grands usages, c'est la vidéo. D'ailleurs, ça pose souvent un débat. On supporte aujourd'hui le coût de construction de ces réseaux énorme, principalement sur fonds publics, avec un partenariat public-privé, mais essentiellement sur des investissements publics, pour finalement des usages qui sont consommés, Netflix,
Google. Finalement, quelque part, ceux qui génèrent le plus de bandes passantes, qui consomment le plus, ne ce sont pas ceux qui supportent les coûts et les charges d'exploitation de ces réseaux. Mais pour en revenir plus largement à votre question, aujourd'hui, énormément de services basculent en ligne, à distance. Et donc aujourd'hui, on devrait pouvoir consommer les services sur Internet comme on tourne son robinet, il y a l'eau qui coule. Tous les services, déjà la fibre va rendre les bons et loyaux services que le cuivre rendrait, puisque maintenant il n'y a plus le choix. Ouais. Et ensuite, on a des usages qui se développent. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, on parle des véhicules autonomes, de la maison connectée. Tout est connecté aujourd'hui. Et donc, évidemment, il y a toute la partie domotique. Mais ça va être sûrement un support de politique publique. On parle beaucoup de transition numérique, mais c'est souvent aussi supporté par la transition écologique. Aujourd'hui, pour piloter des réseaux d'eau, pour piloter un réseau d'éclairage, pour gérer des services centralisés, on va de plus en plus supporter le réseau électrique, le réseau fibre. Mais d'ailleurs, cette lapsus sur le réseau électrique, c'est sans doute pour souligner l'interdépendance des réseaux. Donc le réseau de fibre devient le réseau de tous les réseaux sur les services numériques, parce que même les services qu'on va consommer en 5G ou en mobilité, la plupart du temps, les pylônes qui supportent les réseaux radio sont eux-mêmes, sur toute leur collecte, supportés par des réseaux de fibre. Donc le réseau de fibre, aujourd'hui, on étend le meilleur des réseaux jusqu'à l'habitant. Et voilà. Et puis aujourd'hui, on ne connaît pas encore tous les usages possibles. On est parti pour combien de décennies ? Écoutez, je ne sais pas. On dit que pour l'instant, c'est le réseau le plus pérenne. Pour l'instant, on ne connaît pas la limite de la fibre. La seule limite de la fibre aujourd'hui, c'est la capacité des équipements à faire transiter ce signal, à le multiplexer. Pour l'instant, la limite, elle est plutôt des équipements qui permettent d'exploiter le potentiel de la fibre. Qu'est-ce que vous attendez des communes, hein, dans la deuxième phase, la phase, on va dire, de bascule? Ça va être d'informer, de prévenir. Monsieur Galli? Oui, effectivement, le rôle des élus de ces communes est très important. On sera très proche d'eux pour les aider à comprendre déjà la technique de basculement, mais aussi, ce que je répète, c'est qu'il faut informer la population et les administrés pour qu'ils comprennent bien que le service va s'arrêter, le service de téléphonie va s'arrêter, et donc il faut basculer très rapidement sur le réseau fibre, ou sur un autre réseau, comme un réseau 4G, hein, parce qu'on peut avoir l'Internet via la 4G, mais en tout cas, il faut basculer. Et les élus doivent nous aider à identifier les personnes les plus fragiles qui ont des difficultés à passer, parce qu'on sait le nombre de lignes cuivre qui sont toujours encore actives, mais on ne connaît pas le nom des personnes ni leur opérateur. Donc il faut absolument que les élus nous aident à les identifier. Et ça, c'est un travail aussi difficile, un travail de fourmi, j'allais dire, et qui ne peut être fait sans ces élus et sans ce travail de pédagogie qui est nécessaire au quotidien. Ouais. Pour terminer avec vous, Monsieur Vassinck, c'est là la perspective de basculer. C'est un moment important aussi dans une carrière professionnelle, hein. Je pense que ça ne doit pas être tous les jours. Vous, les prochaines étapes de la part des élus, enfin, on est aux journées territoriales. Qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à ça et ce lien? Parce que comme vous étiez sur le terrain aussi, vous avez vu tout ça à l'ouvrage, hein. En fait, je pense qu'on est dans le domaine le plus compliqué de la Terre, où on a beaucoup d'intervenants. D'un côté, les opérateurs commerciaux, Orange, Bouygues SFR et Free, pour les principaux, qui vont faire le raccordement finaux, mais sur lequel ils s'appuient sur notre réseau sur notre réseau, mais sur un territoire de compétence qui, nous, est celui de Haute-Garonne numérique, donc qui est le Haute-Garonne, mais excepté la métropole et Muret. Donc sur la métropole, c'est pas nous, mais c'est un autre. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'échelons et que chaque fois, c'est très compliqué. Donc, avec Christophe, on prend souvent notre bâton de pèlerin, on va voir les élus pour expliquer quelle méthode, comment il faut faire, etc., qui sont les intervenants. Mais pour le commun des mortels, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, ça passe par ces élus
qui comprennent ça et qui ont du crédit auprès de leurs concitoyens pour expliquer cette partie-là. Ouais, qui sera responsable en cas de tempête et que tous les fils soient arrachés et que ça ne marche plus? Eh bien, l'exploitant, d'une manière générale, c'est un sujet sur lequel on travaille et on a été un département primo-partant. Et d'ailleurs, on a été aidé par la Banque des Territoires pour cette première étude, justement pour faire face à cette atomisation d'acteurs et la complexité. Là déjà, le premier débat, c'est de se faire connaître, alors c'est le cas, hein, se faire connaître auprès de la préfecture qui gère les plans hors sec, qui a encore des réflexes de l'opérateur qui, lui, l'opérateur historique Orange, est évidemment associé en tant qu'opérateur des réseaux de cuivre. Mais c'est vrai qu'il y a autant d'OI que de territoires. Donc faire reconnaître notre délégataire comme étant un intervenant qui doit être autour de la table dans la gestion de crise, ça a été une première étape. Ensuite, on a fait une analyse de tous les points de faiblesse du réseau. On sait qu'on est plutôt, alors c'est plutôt rassurant pour la Haute-Garonne parce qu'on est exposé à beaucoup moins de risques que d'autres territoires. Ouais. Ça, c'est une chance. Après, il y a des risques assez basiques sur lesquels on n'échappera pas. Des couloirs de vent importants, des massifs végétaux. Là, quand on parlait du rôle des élus, je me permets de rebondir un peu a posteriori, mais le sujet de l'élagage va être absolument central. La pérennité du réseau et sa capacité, et pour nous d'ailleurs, à en garantir la continuité, ça va être l'anticipation sur les élagages. Parce que souvent, quand les poteaux tombent ou la fibre tombe, c'est lié à l'arrachage, lié à des massifs végétaux, couplés à des incidents tempétueux importants. On en a, pour l'instant, je touche du bois, on en a très peu connu. Et quand on en a connu, ça a été géré extrêmement rapidement. J'espère que ce sera toujours le cas. Mais il faut se préparer à des occurrences beaucoup plus fréquentes. Donc voilà, c'est un sujet qu'il faut avoir en tête. Et aujourd'hui, la coordination passe à travers les process de gestion de crise que j'évoquais. Monsieur Galli, vous vouliez rajouter quelque chose? Un petit mot sur l'adressage, la table ronde précédente. 3DS. Voilà, la loi 3DS. Il faut savoir qu'en Haute-Garonne, sur les 546 communes qui sont sur le périmètre d'intervention de Haute-Garonne numérique, seulement 250, un peu plus de 250, la moitié ont réalisé la certification de leur adressage. Et ça, c'est problématique, notamment pour les communes pour lesquelles l'extinction de cuivre arrive. Parce qu'on a des difficultés à les identifier, puisqu'il y a certains sont rendus... sont considérés comme inéligibles quand ils essaient de s'abonner. Leur adresse n'existe pas dans les bases de données de notre délégataire Fibre 31. Et ça, c'est compliqué. Et il y a là aussi un travail. Et nous accompagnons, nous l'avons fait pour Vénerc notamment, nous accompagnons les communes et les élus pour réaliser leur adressage, en tout cas en tant que conseil. Oui, en tous les cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a encore effectivement, on avait un chiffre au niveau national et vous dites que la moitié encore n'ont pas. À Versailles, c'est une problématique pour vous aussi, ouais. C'est une problématique pour nous parce qu'aujourd'hui, en général, les gens n'ont pas trop de difficultés à se faire accorder. Mais potentiellement, dans notre référentiel, ils ont une adresse qui est finalement fausse par rapport à l'adresse de la base d'adresse nationale. Et demain, quand il y aura une tempête, ce que dit Morgane, quand on sera en exploitation qu'il faudra réparer, peut-être qu'on va réparer le voisin plutôt que la bonne, parce qu'en fait, le référentiel n'est pas le bon. Donc c'est très important d'avoir un référentiel qui soit juste. Et la base d'adresse nationale, c'est vraiment un des vecteurs principaux. Bon, bah écoutez, bonne longue vie à la fibre et bye bye le cuivre, hein, c'est ça? Exactement. Hein, on va faire un musée. Donc il faut garder ces vieux téléphones, c'est ça? C'est ça. Hein, ça va devenir collector. Merci à tous les trois, en tous les cas, pour cet éclairage. Morgane Hervé, Jean-Christophe Galli, Laurent Aversinck, merci beaucoup. Et sans doute qu'on en reparlera. Je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que ça sera un sujet qui va revenir sur la table, le déploiement de la fibre. Merci beaucoup, en tous les cas. Merci à vous trois. Merci à vous.